Asugutsi. Bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Un refuge pour femmes autochtones de Montréal tiendra un tribunal en 2026 dans le but d'exiger des comptes pour les crimes présumés commis dans les pensionnats canadiens. Voici un reportage de Savannah Craig. Reconciliation must also be understood as a non-partisan responsibility and a great national opportunity. Il y a 9 ans, la Commission de vérité et réconciliation publiait son rapport final comprenant 94 appels à l'action. À l'époque, ce survivant des pensionnats espérait voir de véritables changements. I'm really happy to see that Justin Trudeau is supporting, rather than what happened in the past. I think this is a very positive for Canada. I think it's a positive move, especially for our people, to be acknowledged for that past that they lived in. Mais selon la directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, rien ne s'est passé depuis 2015. When the TRCs were done, it was Canada that, paid for it, that funded it, that did everything, and then the report came and it just sat. Par conséquent, Nagouset est à la tête d'un projet de tribunal permanent des peuples qui aura lieu à Montréal en 2026. Ce tribunal visera à obtenir une certaine imputabilité du gouvernement canadien dans le système des pensionnats. The difference between reconciliation and accountability is reconciliation is words on a piece of paper. Accountability is actually implementing them. And I'm all about implementation. Le refuge cherchera à obtenir des témoignages et des preuves de survivants et de membres de la famille de survivants qui étaient dans le système. L'Amnesty internationale s'est engagée à participer parce qu'elle veut aussi que justice soit faite et que le gouvernement rende des comptes. L'une de ses militantes insiste sur le fait que le tribunal sera dirigé par des Autochtones. We hope that people will be interested and that it will open doors to change the kind of history we know about in Quebec, Canada, on Indigenous people. And we want it to be kind of a solution. We want, give some tools for people. Les représentants du Centre national pour la vérité et la réconciliation n'avaient aucun commentaire concernant le fait que le refuge allait tenir ce tribunal. Mais ils ont déclaré qu'ils accueillent favorablement tous les efforts visant à attirer l'attention sur l'histoire des pensionnats et à demander des comptes au Canada. Bien que le tribunal sera situé à Montréal, l'objectif est de recueillir des témoignages de partout au Canada. Le tribunal sera diffusé en direct pour tous en 2026. There is going to be a scrutiny that through all these other, like calls to justice or TRCs, that it'll be a different kind of pressure on them, and they will know that the whole world is watching. Si vous souhaitez témoigner, fournir des éléments de preuve ou faire un don, vous pouvez consulter le achimoen.info pour en savoir plus. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Les femmes autochtones du Québec demandent le soutien des Nations unies pour mettre en place un ombudsman autochtone au Québec, indépendant de toute affiliation avec les gouvernements provincial et fédéral. L'organisation a lancé cet appel lors de la 89e session du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui s'est tenue à Genève, en Suisse. Elle demande aux Nations unies d'enquêter sur les injustices subies par les femmes et les filles de la province. La FAQ demande également à Québec de répondre à d'autres appels, notamment de reconnaître le racisme systémique et de prendre des mesures pour y remédier. L'idée de mettre en place un service d'ombudsman va permettre effectivement au niveau des peuples autochtones, que ce soit au Québec ou à l'échelle canadienne aussi également, d'avoir un service qui va être offert de façon indépendante et en toute neutralité aussi également. On sait que le gouvernement du Québec, à ce moment-ci, donne la charge aux protecteurs du citoyen de pouvoir faire en sorte de mettre en place un service comme tel, mais les Premières Nations et également les femmes autochtones ont plus ou moins confiance à ce moment-ci. Une communauté autochtone du nord de l'Ontario se bat pour le retour de ses ancêtres. Des restes humains, déterminés comme étant d'origine autochtone, ont été récemment découverts sur un chantier de construction dans la ville de Nipigon. La bande indienne de Red Rock affirme que les restes ont été traités avec indignité et que les responsables n'ont pas eu à rendre compte de leurs actes. Voici un reportage de Mike McDonald.
les membres de la bande indienne de Red Rock ont marché de leur communauté de Lake Helen jusqu'au pont de la route transcanadienne qui les relie à la ville voisine de Nipawin. Ils réclament le retour de leurs ancêtres, déterrés en mai dernier lors de travaux d'excavation en vue de la construction d'un centre d'accueil pour Parc Canada, d'une valeur de 37 millions de dollars. Le chef Alan Odawa Jr. affirme que la datation au carbone a permis de déterminer que les vestiges se trouvaient là depuis les années 1400. Dated between 1404 to 1456, and that's pre-contact, so it was pretty, well, we've been here since the beginning of time. And the ancestors protected the land, and now it's our turn to protect our ancestors and for our future generations. Cependant, les vestiges sont incomplets, car le terrain a été fortement perturbé au cours du processus d'excavation. Odawa souligne qu'environ 150 charges de terre ont été enlevées du site et réparties sur plusieurs sites à proximité. Il ajoute qu'une recherche de la terre est en cours. Probably about 2 weeks of sifting through material, and hopefully our ancestors are found. So there's four ancestors that were uncovered. So we're just searching for them now for the remains, and then once that happens, then we're going to reinsert them and have a 4-day ceremony down at the marina. Odawa affirme que si une personne formée à la recherche de restes avait été présente sur le site, leur ancêtre serait intact, et que ce qu'il appelle la chasse au trésor morbide, qui est en cours, aurait pu être évitée. It just really hurts that we have to go to this extent to get our word out there. But now it's out there, and hopefully there's be positive changes. Les représentants de la nation Anishinaabe, qui soutient la bande de Red Rock, affirment qu'il y a des divergences concernant la quantité de terre déplacée du site et que près de 60 chargements manquent à l'appel. À la suite de la manifestation, Parc Canada a publié un communiqué indiquant qu'il avait collaboré avec la bande indienne de Red Rock à chaque étape du processus, afin de suivre ses instructions et de veiller à ce que les dépouilles soient traitées avec dignité et respect. Il ajoute qu'il demande la restitution des matériaux prélevés sur le site et continue de travailler avec les propriétaires fonciers et le gouvernement de l'Ontario pour localiser et restituer tous les vestiges ancestraux. Contacté pour répondre à la déclaration de Parc Canada, Odawa a déclaré que le récit de Parc Canada, qui est mis en avant, est loin de la vérité et ne rend pas service à notre organisation et nos valeurs, et qu'il continue à exiger des comptes. Un reportage de Mike McDonald, Nouvelle nationale d'OPTN, Nipawin, Ontario. Après cette courte pause, le gouvernement du Manitoba a informé le public de recherche dans une décharge qui vise à retrouver les restes de 2 femmes autochtones. Soyez là. Bienvenue. Le gouvernement du Manitoba a informé le public de recherches effectuées dans une décharge privée située à l'extérieur de Winnipeg. Les recherches visent à retrouver les restes de 2 femmes de la Première Nation de Lomplain. Elles sont 2 des 4 femmes autochtones assassinées par un tueur en série de Winnipeg qui a été condamné à la perpétuité pour ses meurtres cet été. T.R. Wheatley nous raconte l'histoire. It's been 2 years now. Les familles et le gouvernement se tiennent côte à côte au pied de la décharge de Prairie Green. Where we believe the remains of Morgan Harris and Mercedes Myron are. Entouré des familles Harris et Miran, le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, a annoncé que son gouvernement avait entamé la 3e phase sur 5 des recherches dans cette décharge privée située à l'extérieur de Winnipeg. La 3e étape est concentrée sur l'achèvement de la recherche physique du site. This pad that we're standing on is built on successive layers of rock and aggregate that has been designed to provide the highest environmental standards and protection for this area, and also to ensure the health and safety of all the people who are going to be working here. La semaine dernière, des matériaux ont été déplacés au-dessus de la zone présumée où se trouvent les restes des femmes. Amna Makin est la responsable du projet. Elle a déclaré que l'embauche de chercheurs dans le cadre d'une approche famille d'abord est un autre élément de la 3e phase. The structure of the search operations was established under the guidance of forensic anthropologist and search director, Dr. Emily Holland. And in partnership with the Assembly of Manitoba Chiefs, we're recruiting 3 levels of search technicians. La fille aînée de Harris, Cambria Harris, fait également partie du panel de recrutement. We're overwhelmed with the sheer compassion within individuals that we're meeting along the way, the compassion that people share as we sit through these interviews,
interviewing people for the search. Sa mère et Myron ont été tués en mai 2022 par le tueur en série Jeremy Sabinski. Il a été reconnu coupable en août de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour les assassinats de Harris, Myron, Rebecca Comtois et d'une personne qui n'a pas encore été identifiée sous le nom de Moscode Bishi Ekwe ou Buffalo Woman. Le procès a révélé des détails sur la façon dont les restes de Harris et de Myron se sont retrouvés dans cette décharge. Melissa Robinson est la cousine de Harris. Elle affirme que sa famille et les Myrons ont entrepris cette démarche pour toutes les familles touchées par les meurtres de femmes et de jeunes filles autochtones ainsi que les personnes bispirituelles. When we go in, we're going in for everybody. When you look at the numbers of our MMIWG2S just here alone in our city, I'm almost certain, and I'm sure most of you know as well, that we're certainly going to be finding more than just whom we're going in looking for. La 4e étape devrait commencer au début du mois de décembre et consistera en la recherche du site proprement dit. Bien qu'il faille encore attendre au moins 6 semaines, Kenew affirme qu'il n'a pas été facile d'arriver à ce stade. There's also a hydro transmission line here that was specifically constructed to bring power to this site. There is a new road that was built to provide additional access to this site. You have the ready-to-move home that is going to be the cultural space for the families. Un espace où les familles peuvent venir prier, pleurer et se reposer en privé en attendant de pouvoir ramener leurs proches à la maison pour un enterrement en bonne et due forme. Un reportage de Tia Whitley, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. N'oubliez pas que dans toutes circonstances, nous avons la ligne d'écoute au 1-855-242-3310 où vous pouvez toujours écrire au www.espoirpourlemieux-être.ca. Une entrepreneuse métisse de la Colombie-Britannique a transformé sa ferme familiale en brasserie et un lieu de tournage pour le cinéma et la télévision. Tina House raconte cette histoire. These are the hazelnut trees. Yeah, sure. We can go check out if there's hazelnuts. There should be. Melanie McInnes est métisse et a grandi dans la ferme familiale de Langley, en Colombie-Britannique. Elle est toujours accompagnée de son chien Atlas, la mascotte. Elle se dit heureuse d'avoir pu vivre ici toute sa vie, mais elle ajoute que cela a été un peu difficile de maintenir la viabilité de l'entreprise. Ils ont dû faire preuve de créativité, et c'est ainsi qu'est née la localité brewery. So we grow barley, we grow hops, we malt on site, which is basically the roasting and processing of the barley to create malt for the beer, and then we brew the beer here. So the field to glass experience, kind of like a winery, but with beer. So you can sit and enjoy a beer that you're surrounded by the ingredients and other farms that we use the ingredients from as well. Ici, dans leur brasserie, les affaires marchent bien et ils sont très occupés. La brasserie a ouvert ses portes il y a 3 ans. Auparavant, il s'agissait d'une ferme laitière. Ils vendaient également des peupliers à une usine de papier de Scott située à proximité. On the 9th year, the Scott paper mill shut down, and we had 36 acres of cottonwood trees, and no one to sell them to. Par chance, un éclaireur de cinéma a survolé les 94 arcs de la ferme et a repéré les peupliers. Ce recruteur voulait utiliser la ferme comme lieu de tournage du film de peur 4. C'est à ce moment-là que la famille McInnes s'est développée dans le secteur du cinéma et de la télévision. And then Peter DeLuise came along with a film called Beyond Sherwood Forest. It's like a Robin Hood type movie. And through that, there was a lot of horses. So we met a bunch of cowboys, horse wranglers. And some of them mentioned, hey, you guys should build a Western town. Like, movies are always looking for these kind of stuff. So we kind of were like, we're trying to figure out what to do with the farm. So we decided to move the buildings and build a Western town. Toute la famille a contribué et voici ce qu'ils ont créé. Jamestown a été le lieu principal d'une série télévisée intitulée When Calls the Heart. Il y a 12 ans que cette série a éménagé. La propriété abrite désormais une caverne qui a été utilisée pour Riverdale, le dernier maître de l'air et Fire Country. Elle est faite de mousse mais semble réelle. Ils ont également construit cette cabane qui a été utilisée dans de nombreux films et émissions de télévision. McInnes déclare qu'elle et sa famille sont fiers de ce qu'ils ont construit et qu'elles sont impatientes de grandir pour accueillir d'autres événements. It's a place that I always felt something amazing was going to happen and people would come here. I felt like this was a place that would draw people and people just would have to come here for some reason. But I couldn't have
even knowing that farm brewery and When Calls the Heart and Western film set, no, none of that was in my vision was very hazy. And then I was just like, I think it's special. So we'll just keep doing everything it takes to try to hold on to the family farm and share it with the world. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'Opétienne, Langley, Colombie-Britannique. Définitivement une place à visiter. Au retour de cette courte pause, on discute avec la co-directrice de l'Observatoire des réalités autochtones urbaines. À ne pas manquer. Re-bienvenue. En 2022, le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec ont annoncé la mise sur pied de l'Observatoire des réalités autochtones urbaines, dont le rôle est de produire et de diffuser des connaissances scientifiques portant sur des thématiques pertinentes à la question de l'autochtonie urbaine. Co-directrice Julie Girard se joint à nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je m'étonne à vous. Julie, la réalité autochtone urbaine change constamment, mais on sait que plus de 60 % de la population autochtone au Québec sont en milieu urbain. Comment est-ce que les expériences des Autochtones en milieu urbain diffèrent des réalités des personnes qui vivent dans les réserves? Il y a des différences qui sont là, mais il y a aussi des ressemblances. Puis ça, c'est important de le mentionner parce que dans un premier temps, comme les Autochtones qui habitent les communautés, il y a un sentiment de fierté, une volonté de transmettre la langue, un intérêt pour la culture qui est là chez les membres des Premières Nations et des Inuits qui habitent en ville. Par contre, les défis sont plus grands. Il y a une réalité qui est toute autre parce qu'il y a la protection de la communauté ou l'environnement qui est peut-être moins présent de nos frères et sœurs des Premières Nations avec qui qu'on pourrait cohabiter au quotidien dans une communauté. Donc, c'est là que l'espace des centres d'amitié devient pertinent pour les Autochtones dans les villes parce qu'on peut se permettre de recréer ce sentiment de communauté-là, mais à l'intérieur des villes. Est-ce que tu penses que l'expérience des gens diffère entre un petit centre, une petite ville comme Val-d'Or ou La Tuque, puis une grande métropole comme Montréal? C'est ça qui est beau dans les centres d'amitié autochtones puis qu'on veut chercher à approfondir, c'est que chacune des villes vient teinter des gens des gens et des peuples qui la forment. C'est sûr qu'à Val-d'Or, on va rencontrer le peuple Anishinaabe, les Hiyou qui sont présents sur le territoire. Montréal, on est dans une explosion des Premières Nations. Les Inuits sont présents, le peuple Métis, des Inuits, des Atikamekw. Donc, les réalités sont vraiment différentes, mais ce qui fait la force des centres d'amitié, c'est que justement, on est des espaces pour et par les Autochtones et avec eux, fait qu'on vient s'ajuster justement à ces différentes réalités-là. Puis l'idée, c'est pas de faire un pan-autochtonisme, mais de merger ou d'assembler toutes ces belles réalités culturelles-là ensemble pour justement recréer des liens entre ces personnes-là qui sont parfois isolées. Le départ de la communauté, des fois, il n'est pas volontaire. Il peut être amené à plein de facteurs, que ce soit la poursuite de ses études, des parents qui vieillissent, les lois aussi qui ont imposé à plusieurs femmes de quitter leur communauté. Fait qu'il y a plein de facteurs qui font que les gens se retrouvent en ville. Et ça, c'est une des différences aussi majeures, c'est que l'esprit communautaire, des fois, il faut le recréer avec d'autres Premières Nations. D'où la différence entre chacune des villes au Québec. Mais non seulement que les facteurs sont différents, mais on peut aussi dire que les données sur les conditions de vie qui sont différentes, peu importe la communauté, sont très peu. Qu'est-ce qui sont les besoins les plus pressants dans la communauté autochtone urbaine, selon ton avis? Puis comment essayez-vous à l'Observatoire de combler cette lacune de données? Bien, on a des grands enjeux. On sait, la question autochtone est parmi les sujets les plus étudiés, mais souvent elle est étudiée sous l'angle de la communauté. Donc, les réalités autochtones urbaines sont souvent effacées, même si on est présent là, dans plus de 50 villes et villages au Québec. On a connu une croissance super importante dans les dernières années en termes de population autochtone urbaine, mais c'est souvent l'œil des communautés qui est mis de l'avant, puis c'est important ce regard-là de l'avoir aussi. Mais les défis, c'est justement d'avoir
avoir ce portrait-là juste. Puis nous, comme observatoire, c'est la mission qu'on s'est donnée, d'être capable de prendre les données existantes puis d'avoir la lunette autochtonie urbaine dans ce savoir-là. Mais on est aussi dans un grand portrait, puis on fait le pari. On est en train de mener une enquête. On l'a déjà fait en 2018 pour comprendre les réalités des Autochtones en milieu urbain, et on reprend cette grande enquête-là pour justement avoir un portrait un petit peu plus juste, parce que les données existantes ne viennent pas répondre à nos besoins. Bien, vous aviez dit dans une de vos recherches que c'est surprenant que le nombre de recherches est fait sur les Autochtones et non pas avec les Autochtones. J'assume que c'est un de vos plus gros problèmes. On a longtemps, puis ça, c'est pas seulement les Autochtones en milieu urbain, mais l'ensemble des Autochtones, on a longtemps été des sujets d'études plutôt que des parties prenantes. Puis l'Observatoire vient un peu rééquilibrer, si on veut, cette relation-là. Il y a aussi toute la question de nos perceptions, nos compréhensions, notre volonté aussi de traiter de sujets, des fois, d'une façon qui est différente. Le milieu de la recherche scientifique, on se le cachera pas, c'est quand même assez individualiste. On doit faire un CV, on doit écrire un article, mais nous, les communautés autochtones, on est beaucoup dans le collectif, dans travailler ensemble, de rééquilibrer les différents savoirs. Moi, comme Pequawagami-Inuit, j'ai des savoirs, des connaissances qui ne m'appartiennent pas, mais qui appartiennent à ma nation. Mais un chercheur veut mettre en valeur les connaissances qu'il a réussi à travailler. Donc, on est vraiment pas en opposition, mais il y a une réconciliation à faire, puis un travail de compréhension commune pour arriver justement à cet équilibre-là. C'est le pari qu'on a fait à l'Observatoire. Bien, vous êtes encore très jeune à l'Observatoire, puis c'est vraiment excitant de voir les changements que vous allez faire dans la société. Je suis curieuse de savoir, les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur les expériences des Autochtones en milieu urbain au Québec, puis comment peuvent-ils aider la situation? Je dis souvent que le secret le mieux gardé chez les Autochtones au Québec, c'est justement, ils ne sont pas tous dans les communautés. On n'est pas loin, presque. On sait que c'est plus que la moitié qui sont en milieu urbain. Puis il y a aussi des perceptions de croire que parce qu'on habite la ville, on n'a plus de lien avec notre territoire, avec nos connaissances traditionnelles, on n'a pas de fierté identitaire. Mais c'est le contraire. Puis je le dis souvent, nos territoires, c'était l'ensemble du Québec. C'est la ville qui s'est faite autour de nos territoires. Fait qu'il faut même nous, en tant que Première Nation, Inuit, changer nos perspectives parce que c'est les territoires qui s'est transformé. Donc, si les gens ont quelque chose à retenir, c'est que OK, l'Autochtone en ville, il peut être à côté de toi, il y a juste une relation différente, puis il est peut-être un petit peu moins majoritaire, mais au Québec, on est en croissance, on veut se faire connaître, on veut travailler en réconciliation. Puis le premier pas, je dirais, pour que tous peuvent faire dans ce sens-là, c'est de ne pas ignorer, de s'intéresser aux questions autochtones urbaines, puis de les faire rayonner, justement, pour que, justement, ça ne soit plus passé sous silence ou que ça reste plus un secret bien gardé. Bien, j'adore cette conclusion, puis on va finir là-dessus parce que c'est vraiment une belle note. Bravo à tout ce que vous faites à l'Observatoire. J'ai hâte de voir les développements dans les années futures. Au plaisir de revenir prochainement, Chinishkumitim. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Nakurmik.